Yo, j'espère que vous allez bien. Yo, c'est la Angéline du futur qui s'adresse à toi. Je suis en train de faire le montage et je m'aperçois que j'ai eu des problèmes de mise au point avec l'appareil photo que j'ai utilisé pour le filmer la vidéo. Donc bon, je suis un peu dégoûtée parce que j'aurais bien aimé avoir une image nette. Mais c'est pas le cas. Bon, fort heureusement, le son, il n'y a pas de problème. Donc c'est quand même ça qui est important. C'est de bien entendre ce qu'on se dit avec Marie-André. Donc je suis désolée si tu vas regarder l'image, ça peut être un peu chiant, mais je peux pas faire grand chose. Donc voilà, bon visionnage. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Tips and Tricks et je suis très contente car je reçois une collègue mezzo qui fait un début de carrière tonitruant, n'est-ce pas? Donc on va accueillir tout de suite Marie-André du montage. Elle est là. Elle est là aussi. Bon, comment ça va? Eh ben écoute, ça va très bien, contente d'être là. Et entre deux répètes, c'est bien, on a réussi à trouver le temps de se voir. Oui, parce que du coup, c'est ça la vie d'artiste, pour se trouver des petits créneaux, c'est pas forcément évident. Non, même pour soi en fait. Alors du coup, là ça démarre pour toi. Comment tu te sens par rapport à cet événement là qui arrive début mars? On parle des victoires de la musique. Je crois, ouais. Écoute, ça va, là le temps est un peu long. J'avoue que ce que je sais depuis fin décembre que je suis nominée, on a eu le concert des révélations qui a un peu nourri l'attente quand même. Et puis maintenant en fait il n'y a plus rien qui est sous notre contrôle. C'est le vote du public qui se fait encore là jusqu'à fin février. Donc il y a vraiment un mois où on ne peut plus rien faire, qu'on n'a que à attendre. La cérémonie a lieu le 9 et qu'on n'aura pas du tout de nouvelles entre deux, donc on va la prendre en même temps que tout le monde en live. Il est temps que ça... Il faudrait que j'accouche là en fait. C'est l'impression d'être au 9e mois de grossesse, tu vois. Et est-ce que déjà le concert des révélations, c'était quelque chose qui était stressant pour toi, parce qu'en plus c'était diffusé en direct à la radio? C'était plus stressant, je pense, que la cérémonie en soi. Voilà, je chante un air dans La Belle Hélène, Amour divin. Trop bien. Donc c'est un bel air qui me plaît et que je suis assez à l'aise, tu vois, de le chanter en live. En fait, le fait de se retrouver aussi dans une condition un peu de concours, j'avais pas fait ça depuis quelques temps, il y avait un jury, certes il y avait du public dans la salle, mais t'avais un jury de 8 personnes qui votent, qui compte pour 50% du vote final. Et de se dire, ah là, je suis un peu jugée, je suis en direct à la radio, je peux pas me planter. Beaucoup de pression. En plus, j'étais à Toulon la veille pour Péléas et Mélisande, diffusage général, et je savais que le lendemain, j'avais la première. J'ai pas beaucoup dormi. Et que j'avais vu mes collègues instrumentistes qu'une seule fois parce que j'étais pas à Paris les 3 mois avant, quoi. Donc, c'était heureusement qu'on se connaît très bien, on est aussi potes dans la vie, donc on a une connivence naturelle. Voilà, c'était beaucoup de conditions de stress. Et comment t'as géré ce stress-là du coup? Est-ce que tu t'es préparé un peu pour... est-ce que t'as géré comme tu pouvais ou t'as anticipé un petit peu? Je suis assez traqueuse quand même, hein. Je stresse beaucoup, mais plus en amont. En fait, le problème, moi, c'est le sommeil, c'est que je me couche le soir et je me fais le film de la journée comme ça devrait se passer dans l'idéal dans ma tête, tu vois. Et du coup, t'arrives pas à dormir, et c'est vraiment une préparation mentale. Je fais pas trop d'exercices de yoga, tout ça, c'est pas un truc qui me parle beaucoup, mais c'est vraiment de me mettre en condition plusieurs fois dans ma tête les jours qui précèdent. Le gros pic de stress vraiment arrive 1 heure avant le concert. Ok. Là, en général, je parle beaucoup. Je dis que des conneries, je fais des blagues avec les maquilleuses, avec les régisseurs, et c'est comme ça que j'extériorise. La journée du concert de révélation, toute l'après-midi, ce qu'on voit pas, c'est qu'on a fait des interviews, toutes les vidéos, les photos. Donc on était en make-up à partir de 13h, 14h, photos, et puis ça doit être fatigant aussi de parler alors que tu chantes. Ben voilà, il faut savoir se ménager. Heureusement que j'avais des copines qui étaient passées par là, qui m'avaient dit ménage-toi, ça va être la pire journée de ta saison en termes de stress. Interview presse pour France Musique, puis c'est des choses, mine de rien, très sérieuses. Il faut savoir, gérer ça, la prise de parole en vidéo, ça va être naturel, répondre aux questions auxquelles tu t'attends pas, pas paraître trop pédante, en même temps toi-même, quoi. Le tout dans un contexte de stress où t'enchaînes tout. Ok, bon, maintenant c'est l'heure des photos, on descend, on prend les photos, les vidéos. Et là, t'as 1h30 devant toi avant le début du concert, et là, c'est le down complet, quoi. J'étais crevée, je me suis allongée par terre dans ma loge en PLS.
Je dis, il faut pas que je dorme, mais il faut que je me taise. En fait, et donc je me suis tue pendant 1 heure. Et après, j'ai recommencé à redire des bêtises et je suis partie sur scène. Ouais. Et t'étais contente de ce que t'avais fait? Ouais. Franchement, moi j'étais là, j'ai tout vu en direct. Non, j'étais contente. J'ai entendu à la radio en étant là, bon, qu'est-ce que j'ai fait? En serrant les fesses en disant, mon Dieu, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Ouais. Mais c'est vrai qu'en plus. On n'est jamais content, moi je suis jamais c'est contente ça. de ce que je fais, tu vois. Mais C'est ça. j'essaye de me dire, bon, bah, dans l'état où j'étais et dans ce que je pouvais offrir à ce moment-là, je pense que c'est ce que je pouvais faire de mieux. Et puis... Bah, je pense que ça, c'est vraiment une réflexion qu'il faut se faire en sortant d'audition ou de concours. C'est que, de toute façon, dans l'état dans lequel j'étais au moment, c'est... En fait, je pense qu'il y a très peu d'artistes qui sont contents d'eux, en fait. Ouais. Et il faut savoir accepter ça et que la perfection n'existe pas, enfin, à mon sens. Et c'est pas une recherche qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est d'être le plus juste possible dans le jeu, dans le texte, dans la musique. Et c'est l'essentiel, quoi. C'est la magie du live aussi. Enfin, c'est que chaque soir, tu chantes différemment, t'exprimes, t'as des ressentiments différents. Et il faut pas chercher à quelque chose d'aseptisé, tu vois. J'avais une question par rapport à ton parcours, que je ne connais pas. Bravo, t'es préparé, hein. Excuse-moi, je t'ai pas googlé avant. On parle pas, je trouve, assez de la difficulté parfois qu'on a à lâcher les études qu'on peut faire à côté, ou si on fait... je connais des chanteurs qui démarrent une belle carrière et qui continuent d'avoir un job alimentaire à côté parce qu'il n'y a rien qui est très certain, parce qu'eux aussi ils n'ont pas encore d'argent par exemple et qu'ils font tout eux-mêmes, donc c'est encore plus compliqué. Toi, est-ce que c'était clair dès le départ que tu voulais faire du chant? Est-ce que tu as fait d'autres études à côté? Si oui, à quel moment tu les as lâchées? Et qu'est-ce qui t'a aidé à prendre une décision si tu as lâché d'autres études que tu faisais à côté? J'ai pas du tout grandi dans un univers de musicien. Aucune personne instrumentiste dans ma famille. Je suis en Normandie, j'ai grandi dans un village de 120 habitants, donc tu vois, le premier conservatoire était à des kilomètres. En tout cas pour le chant, j'ai toujours aimé chanter. J'ai découvert l'opéra au collège avec les cours de musique. Ma mère écoutait un peu les trois ténors, tu vois, des trucs comme ça. Et voilà, j'ai toujours apprécié ça, j'ai toujours aimé le théâtre, etc. Mais jamais je me suis dit, je peux en faire mon métier. D'une, ça me paraissait inaccessible. Et quand tu ne sais pas par où commencer, quoi. Ouais. C'est après le bac, parce que je savais pas exactement encore trop ce que je voulais faire, j'ai fait 1 année d'hypocagne. Et j'ai tenté les concours Sciences Po que j'ai eu, et je suis partie à Bordeaux, à Sciences Po. D'accord. Première année. Et là, tu chantais pas du tout? Ah, je chantais pas du tout. Donc j'avais 19 ans, quoi. D'accord. Mais t'écoutais un peu d'opéra quand même? Ouais, un petit peu, ouais. En fait, ouais. Mes parents m'avaient offert une passe, j'avais quoi 15 ans pour aller voir Cosy à Garnier, donc j'ai aimé, je regardais la télé quand je pouvais, et puis dès que je suis partie à la ville pour mes études, à Caen, et puis après à Bordeaux, j'allais au théâtre régulièrement. À aucun moment je me suis dit sérieusement que je pouvais en faire mon métier. J'aimais chanter, je faisais des petites chorales amateurs en Normandie, quand j'entrais en vacances, enfin voilà, j'avais des amis musiciens, mais moi j'y connaissais rien. C'est fou. Première année à Bordeaux, je toque au conservatoire, je passe le concours d'entrée, et je suis prise sur liste d'attente. Bon, je dis de toute façon... Et j'ai pas été prise. L'année suivante, après ça me dérangeait pas parce que je savais que la 2e année à Sciences Po, je partais à l'étranger. Ouais. Je me dis commencer au conservatoire pour partir au bout de 7-8 mois, c'est un peu con. Donc je pars, mais je pars pas n'importe où, je pars à Salzbourg en Erasmus parce que je me suis dit, bon, comme j'aimais vraiment l'opéra et que ça m'intéressait de plus en plus, je me suis dit, je vais pouvoir profiter du festival. Je suis à 2 heures de Vienne, je vais pouvoir me régaler, les places à 3 € debout. Malin. Et Munich, qui est pareil, qui est à 2 heures de route. Donc je me suis un peu régalée pendant 1 an d'opéra, je suis retournée à Bordeaux. Et tu chantais toujours pas? Et je chantais toujours pas. Et je rentre d'Erasmus, et là je me dis, bon, je retente le conservatoire, ça marche pas, c'est que vraiment, faut arrêter d'insister. Et là, reprise sur liste d'attente, et finalement une fille qui se désiste, et je rentre. Et je rentre dans la classe de Maryse Castet, et ça a été un... Qui est toujours ta prof. Ouais. Et coup de cœur, enfin vraiment, d'une très bon rapport avec elle dès le début, en fait, parce que je savais pas, c'était une super prof, et qu'il y a des gens qui passaient les auditions pour rentrer chez elle, etc. Moi, j'ai eu un gros coup de bol, quoi. Et je pense qu'au bout d'1 ou 2 cours de chant, je me rends compte que c'est ce qui me plaît vraiment, que je m'épanouissais là-dedans, que au début c'était galère, hein. J'ai pas une voix lyrique très naturelle, pour les premiers 6 mois ça a été chaud, quoi. Ouais, justement au niveau du répertoire, comment vous êtes situé dès le départ? On a hésité, est-ce que j'étais soprano? Je m'étais présentée, j'avais chanté, c'est la première fois que je chantais avec un piano, enfin, tu vois, qu'est-ce que t'avais chanté? J'ai chanté Plus tout by me de Bach, tu vois.
C'est des trucs que t'as entendus, tu dis bon, on se disait bon, soprano, grand soprano, mezzo, c'est vrai que j'avais beaucoup de graves, après on s'est dit, enfin vraiment une vraie mezzo, limite contralte, ce qui n'était pas du tout le cas, donc on a vite travaillé du répertoire de mezzo romantique parce que c'était ce qui a été plus intelligent en fait de faire. Le soprano, le grand soprano c'était trop tôt. J'étais pas contralto, j'ai très vite travaillé Charlotte, mais tu sais, l'air des larmes, voilà, des choses simples, Orphée, Gluck. Puis en aiguille, je travaillais plutôt du grand répertoire de mezzo, quelques œuvres de soprano Falcon, qui est entre la mezzo-soprano et la soprano dramatique à la française en fait. Tout ce qui est, par exemple, Mère Marie, du répertoire comme ça, des répertoires moins donnés. J'ai arrêté Sciences Po. Ouais. De la première année de chant en fait. Rapidement, t'as lâché Sciences Po. La première année de conservatoire, j'étais aussi à Sciences Po. Et j'ai fait une année les deux, ça a été un peu compliqué. Fallait que je bosse quoi. Ouais. Sauf que ça m'intéressait de moins en moins, que le chant prenait beaucoup de place. Je visais plutôt l'école de la magistrature, c'était vraiment mon idée quand je suis rentrée à Sciences Po. Je me suis dit bon, ça laisse tomber, ça le fera pas si tu veux. Parce que ça me plaisait vraiment le chant, j'avais pas envie d'arrêter. J'avais 21 ans. Je venais de commencer, j'avais tout à construire, le solfège, la voix, le répertoire. Je me disais, bon, si tu vises les studios d'ici 7-8 ans, t'auras 29-30 ans, c'est les dates, c'est l'âge limite. Les concours, pareil. Bon, c'est maintenant ou jamais, il faut que je me concentre que sur ça, quoi. Donc j'ai plaqué Sciences Po à la fin de ma 3e année, et je regrette pas, quoi. Et après, j'ai fait 4 ans de conservatoire, j'ai eu mon diplôme et j'ai intégré aussitôt l'académie à Bastille après. C'est un coup de poker aussi. Je savais aussi que j'avais des ressources parce que j'avais déjà des diplômes, ça me rassurait d'une certaine manière. Mes parents me soutenaient, et pas que moralement, c'est que j'avais aussi un soutien financier. C'est-à-dire, ça, c'est un luxe que n'ont pas tous les. Enfin, moi, j'avais plein de potes qui travaillaient, qui étaient ouvreurs au théâtre pour se payer leurs études parce que. Quand t'es pas dans un conservatoire style CNSM, t'as pas de statut d'étudiant. Ouais. Donc t'as pas les bourses, tu peux prétendre à rien, quoi. Bah, c'est pour ça que moi ça a pris autant de temps aussi, c'est que pendant 9 ans j'ai été pionne. En fait, à partir du moment où je suis rentrée au conservatoire jusqu'à 2019, et je travaillais 25 heures par semaine. Donc forcément, j'avançais super lentement. Ben oui. Mais parce qu'en fait, je passais la moitié de ma semaine au boulot. Par contre, à partir du moment où j'ai arrêté, c'est pas un cursus normal de tu vas en amphi, tu bosses tes cours. Il faut une énorme disponibilité, je pense, pour avancer et pour que le corps digère les informations, et d'aller écouter les cours des autres. Moi, c'est quelque chose qui m'a fait énormément progresser, c'est j'allais à tous les cours, affiner mon oreille, voir techniquement jusqu'où on pouvait aller, ce que voulait vraiment ma prof, comment elle travaillait, comment travaillaient les autres. Tu découvres du répertoire. Enfin, ça, je pense que ça m'a fait autant progresser que mon travail personnel. Faire ma voix technique, etc. avec ma prof. C'est un pari risqué parce que tu sais pas comment ton corps va réagir, tu sais pas si tu as les capacités physiques d'aller vite, ça prend du temps de me faire mûrir la voix, de mûrir artistiquement, d'être à l'aise sur scène, de savoir gérer tout, quoi. Ça se fait pas, même si t'as très envie, t'es bosseuse à fond. Il faut savoir accepter que parfois tu peux pas aller plus vite que la musique et plus vite que ton corps. Surtout en plus si tu t'attaques à ce répertoire de mezzo, de grands mezzo, des trucs où t'as besoin, t'as envie de faire bien, mais ton corps il a besoin de temps, il peut pas manger ça. T'as très envie, ton cerveau va très vite, mais ton corps ne va pas à la même vitesse que ton cerveau. Donc du coup t'as pas un parcours qui est traditionnel entre guillemets, de chanteur qui va au CNSM. D'une, je pense que j'avais pas l'âge, j'aurais pas eu le niveau, ça c'est clair, pour rentrer au CNSM à l'âge où je pouvais prétendre y aller. Et puis j'étais surtout très heureuse avec ma prof. T'étais très bien avec ta prof. Donc vaut mieux réfléchir à ce qui est bon pour soi, pour sa voix, pour sa santé vocale, plutôt que de vouloir un espèce de... Parce que parfois il y en a qui veulent rentrer dans les conservatoires en pensant que ça va leur donner du boulot, ou que c'est prestigieux, etc. L'important c'est d'abord de bien chanter en fait. Et d'être bien en face techniquement, musicalement, et d'être bien accompagné. Puis j'ai aussi demandé conseil à ma prof, est-ce que j'ai les moyens de faire ça? Parce que le problème c'est qu'il y a aussi pragmatique aussi, quoi. Moi je pense qu'il faut l'être, c'est vrai que c'est aussi... C'est difficile parce que c'est des métiers passion, c'est des rêves, et on a l'impression qu'en disant la vérité aux gens, on va briser leurs rêves. En même temps, est-ce que c'est pas plus raisonnable de leur dire t'as pas les moyens de pouvoir être soliste, t'as pas les moyens de pouvoir faire ça, ou t'as les moyens de pouvoir faire ça. Il faut savoir s'écouter et être conscient aussi de ce dont on est capable, tu vois. Et je lui ai dit, moi, j'ai pas de temps à perdre. C'est soit j'ai la possibilité de faire ce métier, soit je l'ai pas.
ça se trouve, enfin, je veux dire, c'est pas une vérité générale. Elle m'a Ouais. dit, t'as les moyens, maintenant faut bosser. C'est pas Ouais. parce que t'as les moyens que tu vas y arriver. Hein. C'est pas du tout ça que je veux dire. Mais d'où l'importance, encore une fois, du coach qui va t'accompagner aussi Oui, selon bien sûr. ta personnalité. Il selon- il te oui. connaît, il sait Ah ouais. comment tu fonctionnes. Oui, et puis en plus, le chant, il y a ce truc tellement intime de la voix. Mais c'est ton- ça, ça peut être blessant. Ouais. C'est ta voix, c'est ton corps, c'est toi quoi. Ah ouais. Tu ranges pas ton instrument dans la boîte le soir en te couchant. Malheureusement, t'aimerais bien parfois en soirée, tu laisses tes cordes vocales à l'entrée du bar. Mais non, prends de la propolis avant d'aller en boîte. En même temps, il faut aussi vivre, on a cette contrainte dans ce métier-là. Ouais. Vraiment, au tout début, à l'académie, tout ça, sérieuse, on parle de Paris. Je veux dire, voilà, hygiène de vie, c'est vrai que c'est très important, ça, je le renie pas. Mais il faut savoir aussi s'accorder des moments de pause, De vrai, ouais. d'aller voir ses amis, de sortir, d'aller boire un coup. On ira à la répétition du lendemain, tu marques, et puis tu iras mieux 2 jours plus tard. Il faut trouver un équilibre, Faut quoi. trouver l'équilibre. Et en même temps, c'est très agréable aussi. Le sport, maintenant je me mets au vélo. Électrique, mais vélo quand même. Hein. Parce que pour venir chez elle, je peux vous dire que t'es en électrique, mais t'as 15 km/h quand même. Bah, quand j'avais pas de vélo électrique, moi je la faisais à pied. J'étais avec mon Ah bah vélo oui, et je bah non, poussais, c'est c'est pas. mort. Attends, t'as vu ce que je dois T'as- faire? Bah pareil. Cher, ça va prendre en compte quand même. Par rapport à la pression, un peu toujours au stress, comment tu vis ça sur une production? Là, par exemple, sur la production sur laquelle tu es en répétition à l'Opéra de Paris, est-ce que c'est un truc qui te génère pas mal de stress? Comment tu gères ça? Le pire stress pour moi sur une production en général, c'est le premier jour. La musicale? C'est la musicale. Tu rencontres le chef, tu sais pas comment il va diriger. Les collègues, surtout dans des grosses maisons, voilà, moi je suis la seule française, personnes qui ont déjà chanté 15 000 fois tous ces rôles très compliqués de ce répertoire germanique et tout ça, voilà. Avec Eva-Maria Wetzbrück à côté, que j'ai regardé 10 000 fois en Zieblind au Met. Je dis bonjour, puis elle te rassure en disant je suis super stressée, tu dis bon, il n'y a pas que moi, même ceux qui ont 30 ans de carrière, ils stressent vraiment à la musicale parce que je pense que c'est... Il n'y a rien de pire, tu t'attends, tu sais pas si ça va être ton tour, tu chantes devant tout le monde assis, t'as toute l'équipe de l'opéra, d'administration Ouais. en face de toi, les régisseurs, là. C'est rassurant un peu de voir que même les très grands ont quand même ce Ouais. stress et tout. Moi ça me rassure, merci de me le dire. J'espère que si un jour, dans 20 ans, je serai avec des jeunes qui débuteront, je leur dirai la même chose. Mais c'est le pire, c'est le briser la glace. Une fois qu'on arrive sur scène, je suis plus dans mes baskets, quoi. C'est dans ce qui me plaît aussi, c'est de jouer sur scène. Ouais. Autant que le chanter en fait. Après il y a l'Italian Orchestre, qui est un peu flippant, c'est ce que là t'arrives, tu rencontres tout l'orchestre de l'opéra, t'es en hauteur, bonjour, on te présente, c'est cet après-midi, tu vois, donc je... Première fois au plateau aussi, Ouais. tu découvres l'acoustique, tu découvres comment ça va sonner avec l'orchestre en fausse, parce que aussi parfois t'entends pas bien l'orchestre quoi. Ouais. Donc faut juste bien se préparer, bien connaître sa musique. Ah ouais, ça c'est indispensable, parce que si en plus t'es en train de déchiffrer à moitié, c'est même pas la peine. Ouais, parce que Là, surtout, moi, je généralement, l'ai pas, moi. juste après, tu fais de la scénique, quoi. Ah oui, de toute façon, Donc, c'est... si tu connais pas par cœur, Parfois, c'est... t'as même pas de musical, c'est déjà arrivé, tu vas direct en scène. Crochet où? Quand c'est du Berg, t'es bien content d'avoir une musicale quand même. Hein. Finir sur le stress, les petites angoisses, la préparation psychologique, etc. En audition, en concours, comment tu t'arrivais à te mettre en condition pour être plutôt disponible au moment où tu entres dans la salle et tu dois faire ce que tu dois faire? Moi, j'essaie surtout d'être moi-même, c'est la seule chose qui me rassure. De pas être en représentation, en fait. Si je me mets en mode de passer l'audition, ça va me bloquer, tu vois, ça va pas me mettre à l'aise. Donc, en fait, ce qui est très précieux aussi, ça va être le régisseur qui est avec toi, ça va être le pianiste qui va te rassurer. À partir du moment où moi j'établis très vite les contacts, des contacts humains sympas, et ça me rassure, il y a quelque chose d'humain. J'humanise le moment qui est... Enfin, une audition, c'est jamais agréable. Tu découvres la salle, en général, tu répètes pas dans la salle, l'acoustique, t'as 2 personnes en face de toi qui sont avec une fiche, qui te regardent pas, tu te dis, bon, je suis en train de les emmerder, c'est nul ce que je fais, parce qu'ils te regardent pas, en fait, ils lisent ta biographie, il y a pas du tout de... C'est pas forcément mauvais signe, ça veut rien dire. Zen, quoi. Faut essayer de se dire, on joue pas notre vie, en fait. Ouais. Ça marche, c'est bien, ça marche pas, c'est que je veux pas aller là. Ouais, ouais. On joue pas notre vie, on n'est pas en train de mourir, il y a des choses beaucoup plus graves dans la vie.
on va essayer d'y aller relax et voilà, d'humaniser ce moment-là. Et puis après, il y a aussi un rythme, enfin, les premières auditions, c'est l'angoisse. Après, tu t'habitues. Ouais. Plus t'en fais, plus c'est facile. Et plus t'as l'habitude de prendre des murs. Oh, non, bon, de toute façon, c'est pas grave. Non, mais. On sait jamais comment ça peut se passer. Parfois, on a souvent l'impression d'avoir mal chanté. En fait, ça plaît. Ou t'es malade, tu te dis, je vais faire n'importe quoi. Mais en fait, ça se passe bien. Ça m'est déjà arrivé un tas de fois. J'ai l'impression que tu sors, tu te dis, pah, j'ai cassé la baraque là. T'as ton agent un quart d'heure après qui dit, bon, c'était bien, mais apparemment, voilà. Ah ouais, bon, mais moi j'étais bien. Tu vois, il faut savoir être content de soi aussi. Si ça plaît pas, je veux dire, il y a les goûts, les couleurs, on peut pas plaire à tout le monde. Il faut lire l'autobiographie de René Fleming. Ça s'appelle Ma Voix. Et René Fleming, quoi. The Queen, quoi. Et tu te vois tous les murs qu'elle s'est mangé. Et hallucinant. Les gens disaient qu'ils feraient jamais rien, les trucs horribles qui lui arrivés. Vraiment, lisez ce livre. Moi, c'est sur ma table de chevet, c'est pas le mien d'ailleurs, je suis emprunté. À qui déjà ça aide quand tu vas pas bien, quand tu as l'impression que tu rames, que tu vas pas y arriver, que tu te prends que des murs, tu te dis je suis incapable, c'est nul. Et en fait, il y a énormément de grandes chanteuses qui sont passées par là. C'est des trucs qui peuvent m'arriver de me dire, mais plus de me dire qu'est-ce que je fous là. Moi, je me dis, mais qu'est-ce que je fais ici, moi? Avec ces gens, tu vois, quand j'ai appris que je faisais le concert inaugural de Gustavo Dudamel, je me suis dit, mais il y a 5 ans, j'étais encore à Sciences Po. Non, mais c'était dingue, tu vois. Mais c'est un petit bonheur de la vie, ça. C'est cool quand même. On parlait d'hygiène de vie tout à l'heure. Est-ce que t'as des petits trucs un peu cycliques? Est-ce que, je sais pas, tu prends des petits boosters pour ton corps durant l'hiver? Propolis dans mon sac constamment, des petits shit. Dès pur? que je sens. Pur ou avec des huiles essentielles en plus, tu vois. Ça, c'est un truc que j'ai toujours avec moi. Dès que je sens un petit coup de froid, un courant d'air, machin. Et alors, je sais pas si c'est dans ma tête ou si ça marche vraiment. Parce que je suis pas du genre à trop me couvrir, je suis pas très frileuse, donc j'ai une manteau, j'oublie toujours tout. Et après, c'est surtout. Je suis une bonne consistance. Je suis d'une bonne nature, bonne consistante. Non, putain! Tu es de nature résistante. Je suis de nature résistante. Et donc j'ai pas trop de. Je prends pas de vitamines, de boosters, des trucs comme ça. Je vais me prendre un grog si je suis malade avec beaucoup de rhum. Tu viens de Normandie, voilà, donc tu vois, solide. Les Armands normands, c'est costaud, tu vois. Mais non, le problème, moi, c'est mes règles. Donc, je fais beaucoup d'œdème laryngé, ou quand il fait des grosses chaleurs l'été, moi, c'est très compliqué de chanter. J'ai les cordes comme des pastèques, je peux plus faire de piano. Enfin, c'est pas facile, ça, surtout certains mois où c'est très compliqué plus que d'autres. Donc, je prends de la bromélaïne, le plus dosé possible. De toute façon, c'est que de l'ananas, c'est complètement naturel. Et c'est un anti-œdémique qui fait quand même bien dégonfler tout en général, mais notamment l'appareil vocal. Et j'en prends 3-4 jours avant le début des règles, parce que c'est là où ça commence à gonfler. Et les 2 premiers jours de règles, mais ou alors quand t'as une fatigue vocale, parce que si t'as trop forcé, je sais qu'il y a en cas d'extinction de voix, tu peux aussi prendre ça, parce que c'est bien contre tous les œdèmes des cordes vocales, donc tu peux en prendre si je sais que j'ai un coup de fatigue ou j'ai beaucoup chanté, je vais faire une audition, je prends une petite pilule comme en prévention, voilà. J'en prends jusqu'à 3-4 par jour, ou si j'ai mes règles et que j'ai un concert le soir, j'en prends vraiment 2, une demi-heure avant d'entrer sur scène. Et les rares fois où j'ai oublié, ça m'a valu des petits tours, tu vois, quand même. Je vais pas y arriver, quoi. Ça dépend aussi de ce que tu dois chanter, évidemment, mais quand tu dois chanter des choses difficiles ou les récitals solo, t'es contente d'avoir cette petite... Enfin, moi, je pourrais plus faire sans, quoi. Vraiment. Donc, je recommande à toutes les chanteuses... Et est-ce que aussi, t'as une routine physique, parce qu'on sait qu'aujourd'hui... En plus de chanter divinement bien, il faut avoir un corps de bombe. Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, maintenant, il y a plein de productions où les chanteurs sont à moitié à poil. Alors, j'ai rien contre ça, ça m'est égal, chacun a son point de vue. Mais il faut être à l'aise aussi. Il faut être à l'aise avec son corps, et puis il faut que les gens qui vont nous caster le corps tolèrent le corps qu'on a. Énormément, aussi. Maintenant. Je pense que
Ça a toujours été, enfin, je veux dire, la question des régimes, par exemple, Calas a déjà avait perdu beaucoup de poids. C'est une question qui date pas d'aujourd'hui, mais qui est vraiment sur le devant de la scène, dans la mesure où l'image prend une part énorme du métier, que ce soit sur les réseaux sociaux, la promotion des théâtres, les articles, les photos, les streamings, et le Covid n'a pas fait de bien là-dessus, enfin il a fait du bien dans le sens où ça a ouvert l'opéra sur d'autres plateformes qu'on n'aurait pas imaginées, ça permet à des gens qui n'ont pas des théâtres chez eux de pouvoir écouter de la musique classique, de voir des opéras au ciné, et des trucs comme ça. Mais ça rajoute une pression aussi sur les artistes de gestion de l'image et de se voir toujours comme ça. Déjà, tout le monde, c'est pas parce qu'on est chanteur qu'on est sur scène qu'on accepte notre corps comme il est. Enfin, il y a plein de. Et qu'on soit mince ou qu'on soit pas mince, c'est pas, bien sûr. Pas, ou petit, grand, peu importe, mais on a tous des complexes et il faut savoir se supporter aussi à l'écran maintenant. Ouais. Parce que sur scène, tu te voyais pas. Et puis bon. Genre dans les années 80, 90, ça posait aucun problème. On n'aurait jamais demandé à Montserrat Caballé de perdre 30 kilos pour rentrer dans tel costume, pour faire telle mise en scène, comme on a pu faire avec Deborah Voigt. Je sais pas si tu connais cette histoire, là, qui est une grande chanteuse, grande wagnérienne. Il y a eu je crois que c'était à Covent Garden où on dit bah non, pas ce rôle-là parce qu'elle était trop grosse. Elle s'est posé un bypass, elle a perdu beaucoup de poids depuis. Je pense que j'espère que c'est sa décision à elle et que. Mais il y a une énorme pression sur le corps. Surtout que la grosse perte de poids peut avoir une incidence aussi sur la voix, en fait. Évidemment. Attendez les gars, les costumes ils sont faits sur mesure, sur nous. Il y a des gens très talentueux qui font ça très bien. Et après, il y a des pays dans lesquels ça pose moins de problèmes. Les États-Unis, je pense pas, j'ai jamais travaillé là-bas, mais c'est une question qui se pose moins. En Europe, c'est pas le cas. Moi, on m'a déjà refusé des rôles parce que j'étais trop grosse. D'ailleurs, je fais pas 150 kilos non plus. Et quand bien même tu ferais 150 kilos, en fait. 150 kilos, tu prends les gens pour leur qualité artistique, pas pour leur poids. Alors oui, ce qu'on peut y tolérer, c'est quand un metteur en scène te dit, ben voilà, j'aimerais un physique androgyne pour un rôle de pantalon, par exemple. Ouais. Où tu peux te dire, bon, ok, si c'est ta vision, si tu me justifies très bien, tu vois. Mais déjà, c'est pas parce que t'as un peu de forme que tu peux pas faire un chérubin, un Octavian. Ouais. Pas du tout, en fait. C'est pas un critère en soi pour moi. Et je trouve ça inadmissible qu'on puisse entendre ce genre de trucs aujourd'hui. Et moi j'ai plein de copines qui font des régimes. Bon, oui, alors la salle de sport, oui, quand c'est pour ta tonicité physique, pour ta technique, parce que ça demande beaucoup d'énergie, un soutien, un investissement dans le corps, ça, bien sûr. Je sais que ça va pas marcher, moi, si je m'inscris à la salle et que je vais à 9h avant ma petite musicale, je laisse tomber, quoi. Je tiendrai pas, donc il faut aussi savoir s'écouter, savoir... c'est pas parce que les 3/4 des chanteuses, bon, j'exagère, mais que beaucoup de chanteuses maintenant mettent leurs petites vidéos à la salle de sport, super bien gaulées, voilà, j'ai fait mon petit workout avant d'aller en répète. C'est pas parce qu'elles font ça que vous êtes obligé de faire ça, en fait. Ouais, si tu préfères marcher en allant au théâtre, marcher 1 heure, bah, c'est très bien, c'est tout aussi bien, ou aller à la piscine, ça c'est vachement bien pour le chant, pour le souffle. Faut aussi... Ça doit pas être une pression sociale, le sport, c'est parce que tu sens que ton corps en a besoin pour ton métier. Bah, les réseaux sociaux, pour moi, participent un peu à véhiculer ce truc-là, où j'ai repris un peu le sport, parce que je me sens un peu flasque. Et je me suis dit, bon, et ma prof de chant, elle m'a dit, bon allez, peut-être que, tu vois, parce qu'elle m'a dit, pour ce que tu t'apprêtes à chanter, là, faut aussi que... t'aies la tonicité qui... Bien sûr, ça c'est... Elle me demandait pas de faire 20 kilos, tu vois, mais elle me disait, il faut que tu bosses ton cardio, ton souffle et tout. Donc bon, du coup, j'ai été faire ma petite séance de corde à souder, c'est un cardio que j'aime bien faire. Puis je me suis dit, genre, bah, si je vais faire une photo dans mon ascenseur après ma séance et tout. Et j'ai mis ça sur Instagram et je me suis dit, après, genre, pourquoi t'as fait ça, genre pour montrer, ouais, moi aussi je fais du sport, genre, on s'en fout, quoi. On s'en fout et surtout, j'essaie de prouver quoi, tout le monde voit que je suis pas sportive. Tu vois, prouver à toi-même que tu rentres dans les clous de un tas de chanteuses qui font ça et tant mieux pour elles si ça leur plaît, mais je m'en fous, c'est vraiment pas un jugement, mais on n'est pas obligé de faire ça en fait. Ouais. Il faut le faire pour soi parce qu'on sait qu'on prépare tel rôle qui est très difficile, très endurant, parce qu'on a un mois d'audition, on veut être vraiment tonique et sain et ça mais à fond. Et du coup, ça, toi, comment tu... Bah, le jour où justement ton agent elle t'a laissé supposer que c'était à cause de ça que je dis c'est que c'est un con et que j'ai pas envie de travailler avec eux.
Parce que sinon, soit tu le prends pour toi et tu t'enfermes dans ta loge, tu pleures, tu te dis je suis grosse, tu regardes dans le miroir, et puis tu vas t'inscrire à Basic Fit, tu payes une blinde et t'y vas pas. Enfin, voilà. Et tu payes encore plus. Ou alors tu te dis, en fait, c'est pas là qu'il faut que j'aille. Parce qu'il y a des gens qui sont très contents de ce que je fais et qui m'embauchent pour ce que je suis maintenant. Et c'est tout. C'est que j'ai pas envie de travailler avec des cons. T'es trop machin, t'es pas assez. En fait, on propose des personnages aussi. On n'est pas influenceur. On est chanteur d'opéra, on n'est pas acteur de ciné non plus. Faut arrêter quoi. Ouais. Il faut savoir respecter les volontés artistiques des gens et ce qu'ils apportent au rôle quoi. C'est hyper intéressant parce que je trouve que ça, on en parle. Ah non, c'est tabou ça. C'est pire que les règles. C'est pire que les règles. J'espère que toutes ces discussions que je peux avoir dans le cadre de cette série de vidéos est bien reçue parce que moi je trouve ça intéressant de parler de toutes ces choses-là parce que, à un moment donné, faut en parler quoi. Faut pas garder ça pour soi ou pour les. Il n'y a rien de tabou à parler de choses qui disent. Ouais. Tu vois. C'est pas. C'est la réalité du métier. Quand t'es au conservatoire, tu débutes, faut en être conscient de ça, que ça va être dur. Quand tu fais pas 1m80 avec des jambes de 10 km de long, tu sais que, surtout si t'es soprane, je pense que de nos types de voix, on nous pardonne un peu plus des extraits, des excès qu'on... Non mais voilà, on se dit bon, allez mezzo, allez contralto, elle va faire la nourrice de toute façon, elle peut bien faire du bon aidé, tu vois. Mais bon, quand tu veux chanter Pamina, Gilda, Traviata, et que t'as 10 kilos de trop, moi j'ai des copines qui ont fait des régimes pour ça. Quand, tu vois, moi je comprends que tu peux faire une transformation physique pour un rôle. Ça se fait dans le cinéma, quand tu dialogues avec le metteur en scène, un réalisateur, tu as une vision du personnage, et que c'est cohérent, et que ça fait sens, mais y a pas de problème. On pourrait presque me demander d'en prendre 10 pour un rôle. Alors il n'y aurait pas de problème. Non, dire, tu peux admettre certaines choses, mais c'est pas un critère d'une audition. En one shot où t'entends dans un air et tu dis non, je te donne pas de rôle parce que tu fais 15 kilos de trop. Non mais ça va pas ou quoi. Ouais. C'est comme les rôles de pantalon, on me dit non mais avec le physique que t'as, tu feras jamais de rôle de pantalon. J'ai dit, si tous les hommes étaient grands et fins, ça se saurait. Là, c'est encore des visions aussi peut-être masculines, où on est, voilà, tous les hommes ne font pas comme ça. Oui, c'est ça, et puis par exemple, chérubin, c'est pas forcément un petit gamin chétif, quoi. Ça se trouve, c'est un petit grassouillet qui est... Et oui, comme si tous les jeunes hommes de 15 ans avaient ce physique androgyne. Non, en fait, c'est pas du tout, ça peut être une vision dans telle mise en scène, c'est un parti pris. Mais tu peux avoir un parti pris complètement différent. Du coup, on a un petit invité pour terminer la vidéo. Scarpia. Merci d'avoir fait ce chemin entre chez toi et chez moi, vu que c'est très loin. Oui, mais avec mon petit vélo, puisque je suis une fille qui fait des workouts tous les matins. Tu dis si on te gêne, toi. Merci donc d'avoir fait le déplacement. C'était grave cool, ça fait plaisir de faire ça en vrai, plutôt qu'en visio. Voilà. Et j'espère que ça vous aura plu, qui que vous soyez derrière cet écran. Et à très bientôt. À bientôt. Ciao. Tu fais comme moi, mais tu me dis même pas. C'est vrai. Fais comme moi. Hein? Voilà. On recommence alors. Attention. Ciao.